Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le cours sur les tableaux. Donc, on s'entend à dessiner des tableaux, puis mettre des titres à des tableaux, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est pas la chose la plus palpitante au monde, mais c'est quelque chose de très important. Donc, grosso modo, faire un tableau, c'est la présentation des données. Et la présentation de données, ça doit être normalisé. Il doit y avoir un standard pour les présenter, pour que ça soit toujours présenté de la même façon, et dans le but d'aller chercher le plus de clarté possible. Donc, même si c'est pas la chose la plus palpitante à faire dans un cours de mathématiques, on s'entend, ça reste quelque chose de très important. Donc, encore les petites définitions, on s'en sort jamais des définitions, puis après je vais vous montrer un tableau, puis je vais vous dire dans le fond qu'est-ce qu'il faut mettre dans un tableau, qu'est-ce qu'il doit avoir, qu'est-ce qu'il ne doit pas avoir. On va voir ça tantôt. Donc, première définition, on va juste me mettre dans le bon écran. Ah, voilà. Donc, effectif et fréquence absolue. Donc, c'est quoi l'effectif ou la fréquence absolue? Moi, j'ai mis le mot effectif personnellement, mais l'effectif d'une modalité ou d'une valeur ou dans une classe, c'est le nombre d'unités statistiques qui possèdent cette modalité-là. Donc, c'est pas clair quand on lit la définition, mais grosso modo, si on fait une étude sur la couleur des yeux des gens, l'effectif, par exemple, ce serait la quantité de gens qui ont les yeux bruns. Ou l'effectif, ce serait la quantité de gens qui ont les yeux bleus. Donc, le nombre de gens qui ont une caractéristique en particulier, c'est ça qu'on appelle l'effectif. La fréquence, elle, relative, donc ici, c'est le pourcentage du nombre de données qui ont cette modalité-là. Donc, quand on dit fréquence absolue, c'est en nombre, il y a 3 personnes qui ont les yeux bruns. Puis fréquence relative, ce serait juste de le convertir en pourcentage. Là, ici, il y a toutes les caractéristiques qu'il faut avoir dans un tableau. Je vais le passer très rapidement là, parce que c'est vraiment plate de se faire garocher ça. Après, je vais aller montrer le tableau, puis je vais revenir par la suite sur toutes ces caractéristiques-là. D'abord, un tableau, ça doit avoir un titre. Et là, quand vous m'écrivez un titre, je veux aucune originalité. Vous devez toujours utiliser le même modèle de titre. Et quel est ce modèle-là de titre que vous devez utiliser? C'est répartition des unités statistiques en fonction de la variable, virgule, le lieu, l'année ou toute autre information qui pourrait être pertinente. Donc, quand vous mettez les unités, vous ne dites pas unité statistique là, dans votre titre, selon le contexte, vous allez vraiment me remplacer. C'est quoi l'unité statistique? Puis la variable, vous ne mettez pas le mot variable, là, je vais vous tuer sinon. Mettez-moi, c'est quoi la variable dans votre contexte? Par exemple, si je fais une étude statistique sur, je dois voir le modèle. Donc, par exemple, ici, répartition de l'assistance aux représentations payantes selon la discipline des spectacles. Donc, ici, je suis en train de vous montrer un tableau. Mes unités statistiques, c'est l'assistance aux représentations payantes. Donc, c'est ça ici que je suis en train d'étudier en fonction de la discipline des spectacles. Donc, c'est ça mon titre ici, là, répartition des unités statistiques en fonction de la variable, slash, oh, c'était à l'anodière, slash l'année que ça a été fait. Donc, je veux toujours les titres dans ce modèle-là. Ça commence par répartition de, vous me pluguez c'est quoi votre unité statistique, virgule, selon votre variable, vous me pluguez la variable, puis après, virgule, l'information pertinente. Là, c'est bien important que vous m'écoutez parce que toute l'année, on va écrire des titres de tableaux et je veux absolument ce modèle-là. Si vous ne m'écoutez pas et que vous mettez n'importe quel autre type de titre, je vais vous mettre mal. Puis, en quantité de titres qu'on va écrire dans l'année, vous allez perdre des points en chien, fait que vous êtes bien mieux de m'écouter. Je dis ça de même. Deuxième point. La première colonne, je vais aller avec mon marqueur. Donc, la première colonne, c'est quoi? C'est les modalités, les valeurs des classes. Donc, votre première colonne dans un tableau, c'est toujours, par exemple, dans le contexte, ce serait les disciplines, donc les variables qu'on étudie. Donc, est-ce que c'est de la variété? Est-ce que c'est du théâtre? Est-ce que c'est des chansons? Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est de la danse? Donc, dans le contexte ici, c'est ça ici que je mets les modalités. Première colonne, dans le fond, vous mettez les différentes réponses que les gens peuvent vous donner. Parfait. Troisième chose, la seconde colonne, c'est là que vous mettez votre effectif. C'est là que vous mettez le nombre d'unités statistiques que cette caractéristique-là. Si on vient à notre tableau, là, on voit quoi? Ben, j'ai 105 000 spectacles de variété, 87 000 spectacles de théâtre, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. La troisième colonne représente les fréquences relatives, donc la même chose, mais en pourcentage. Donc, on peut le mettre, la troisième colonne, c'est les fréquences relatives. Là. Je peux mettre une petite... c'est des pourcentages. Voilà. Et la quatrième colonne, ça représente le pourcentage cumulé.
Donc, je vais peut-être le souligner juste pour dire c'est les pourcentages cumulés. Et c'est quoi ça, les pourcentages cumulés? Ça le dit, c'est la somme des pourcentages. Au bout, vous mettez le premier ici, c'est la même que le premier. Le deuxième point qui est ici, c'est la somme des deux. Donc 33 plus 27, on arrive à 60,6. Lui qui est ici, c'est la somme des trois qui est là. La somme des 4, c'est lui. La somme de tout le monde, ça fait 100. Donc la dernière colonne, c'est le pourcentage cumulé. C'est de additionner la somme de toutes les valeurs qui sont ici. Les pourcentages, on arrondit à une décimale. Ça pourrait être autre chose. On a juste décidé une décimale. C'est ça qui a été décidé dans le cours. On pourrait mettre 2, ça pourrait être correct à la limite. La dernière ligne de votre tableau, ça contient le total de toutes les colonnes, sauf celle de la première et celle du pourcentage cumulé. Pourquoi? Donc ici, total des variables, ça ne veut rien dire. Donc on ne le met pas. Total du pourcentage cumulé, ça va donner une valeur quelconque, là, ça ne veut pas dire grand-chose. Puis ici, on veut montrer que la somme, ça fait 100. Puis on veut avoir le nombre total de réponses qu'on a eues, donc on l'indique ici aussi. Puis si on a une source, il faut l'indiquer dans le bas du tableau. Par exemple, ici, la source qu'on a, ça provient de l'Institut de la statistique du Québec. Vous devez l'indiquer en bas de votre tableau, source de points. Vous indiquez où c'est que vous avez pris l'information. Si vous avez créé votre propre tableau parce que vous avez fait votre étude, pas besoin de mettre de source. Si vous prenez ça ailleurs, on doit mettre une source. Ensuite, ce qui est très important, là, les titres. Vous devez mettre des sous-titres ici, là. Vous devez dire c'est quoi qu'il y a dans la colonne. Donc ici, c'est les disciplines, là, il faut l'indiquer. Ici, c'est quoi? C'est les gens qui ont vu les pièces de théâtre, là. L'assistance, on l'indique. Pourcentage de l'assistance, on l'indique. Pourcentage cumulé de l'assistance. On doit absolument avoir un titre qui nous révèle. J'ai pas fermé mes courriels, on a eu un beau petit image de courriel en arrière de moi. Bougez pas, je vais juste fermer ça pour éviter qu'on se refasse déranger. Voilà. Donc, je disais quoi? Je disais que les titres ici doivent être précis sur ce qui se trouve dans la colonne. Donc ici, vous avez une espèce de modèle large là, de ce que doit avoir un tableau. Donc, la partie des unités statistiques en fonction de la variable, ça c'est votre titre. Ici, c'est ce que chacun des sous-titres doit avoir. Donc ici, vous devez indiquer c'est quoi la valeur, la modalité ou la classe. Si vous m'indiquez valeur, modalité, classe, là, c'est pas bon. Vous devez, selon votre contexte, m'indiquer c'est quoi cette modalité-là. Nous, par exemple, c'est la discipline du spectacle. Indiquez-les. Si vous mettez, même chose, ensuite c'est l'effectif que vous mettez ici. Si vous mettez juste effectif, je vous tue. Vous devez dire c'est quoi l'effectif. L'effectif, c'est quoi? C'est l'assistance. C'est les gens qui représentent, qui allaient assister à ces pièces-là. Fréquence relative, c'est quoi? Rappelez-vous, hein, c'est des. Ça, en jaune, ça écrit pas bien. Hein? C'est des pourcentages. Allez l'indiquer là. Pourcentage de votre effectif, là, donc pourcentage de l'assistance, puis après pourcentage cumulé de l'assistance. Donc, toujours des sous-titres et des titres qui sont précis. Les titres et les sous-titres, c'est ça qui vont dire aux gens qui lisent votre tableau qu'est-ce qu'on est en train d'étudier. Fait que même si je n'avais pas de mise en contexte, là, je vous présente ce tableau-là et on est capable de comprendre ce qui se passe parce que, d'une part, les titres et les sous-titres sont précis et d'une autre part, mais les chiffres sont toujours présentés de la même façon. Donc, on sait regarder, on sait comment lire notre tableau et c'est ça, toutes les règles doivent être respectées. Dans votre laboratoire Excel que vous allez commencer très bientôt, en fait, je vais vous demander de créer des tableaux et éventuellement des graphiques. On fera le cours sur les graphiques. Et ces règles-là, là, ça va être comme ça que je vais vous évaluer. Est-ce que vous respectez ces règles-là? Si oui, vous avez vos points. Sinon, j'enlève des points. Donc ça, là, c'est ce que vous avez besoin pour faire votre Excel et / votre examen aussi. Il va y avoir des questions dans ce style-là, dans un examen. Donc voilà. Comme je vous ai dit, là, le pourcentage cumulé, on va l'écrire quelque part, là, ici. Donc le pourcentage cumulé correspond à l'addition de tous les pourcentages de modalités ou des classes jusqu'à la modalité, valeur ou la classe où nous sommes rendus, incluant celle-ci. Donc la définition n'est pas si claire que ça quand on la regarde. Là. Donc ce que je vous ai dit, on répète. Votre première case, avec ma souris, ça va être mieux. Votre première case ici, vous additionnez celui à côté. Votre deuxième case de pourcentage cumulé, à côté et au-dessus, pourcentage, la troisième case à côté et on somme tout ce qui est au-dessus. On va voir ça plus loin, on va avoir besoin de ça quand on va parler de médiane, ce genre de choses-là. On va avoir besoin de cette information-là. Voilà, donc ici, j'ai un autre merveilleux titre, exemple de tableau. Là. Donc ici, répartition des diplômés postsecondaires selon le type d'institution, province de Québec 2012. Donc, encore une fois, regardez, répartition des unités statistiques. Mes unités statistiques, c'est mes diplômés postsecondaires.
selon s'ils fréquentaient le type d'institution, donc cégep, université. Institution, regardez, les institutions. Qu'est-ce que c'est mes institutions? Le nombre de diplômés, je les ai indiqués. Pourcentage de diplômés, je les ai indiqués. Pourcentage cumulé des diplômés avec les sommes. Donc, les tableaux sont toujours de la même façon. Et même s'il n'y a aucun contexte, là, je vous garoche un tableau comme ça. Et tout le monde, on est en train de très bien comprendre qu'est-ce qu'il y a comme information dans ce tableau-là. Donc, faire le tableau, c'est plate à mort. Mais quand on respecte toutes les normes, ce plate à mort-là finit par servir à quelque chose. Ça amène toute la clarté dont on a besoin pour arriver à lire le tableau correctement ou convenablement. Voilà, ça c'était un type de tableau où est-ce que les modalités étaient qualitatives. Donc ça arrive des fois qu'on a des modalités qui sont quantitatives. S'ils sont quantitatives, la seule différence qu'on va avoir, c'est qu'on va ordonner nos variables. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, par exemple, ici, si on parle du nombre d'heures de travail de 30 étudiants, mais le nombre d'heures, vous les mettez en ordre croissant. Ce qui faisait pas de sens ici. Le collège, l'université, on ne peut pas les mettre en ordre ou en désordre. Ou même chose, là, ici, je n'ai pas d'ordre. Donc, si on a une notion d'ordre, on doit, dans notre tableau, mettre nos variables en ordre croissante. Donc, par exemple, si on avait une donnée qualitative, mais ordinale, donc par exemple la satisfaction, on commence par donner notre pas satisfait, puis on descend jusqu'à notre satisfait. Ça amène de la clarté au lecteur. Même chose pour l'exemple qui est ici. Donc, ici, je vous parle de chiffres. Donc, voici la série statistique, je vais mettre ça sous forme de tableau. Donc, la répartition des 30 étudiants du cégep selon le nombre d'heures de travail lors de leur première semaine de classe. Ben, regardez, c'est exactement le même modèle de tableau, sauf que j'ai mis mes données en ordre croissant ici. Ça amène de la clarté. Sinon, c'est les mêmes types de présentation. Il n'y a pas de différence pour une variable quantitative ou une variable qualitative à ce niveau-là. Nos mêmes 4 colonnes, notre même modèle de titre, notre même modèle de sous-titre, même pourcentage cumulé. Tout est pareil, c'est juste, il y a un ordre. Tout simplement. Voilà, donc ici encore quelques petits exemples. Là. Ça ne sert à rien que je m'attarde 1000 ans là-dessus. Là. Donc ici, on a ordonné, on a fait des beaux petits tableaux ici avec les bons titres. Vous pourrez regarder ça. Là. Choisir les titres, il faut que vous pratiquiez là, pour que ça soit toujours clair. Souvent, vous avez tendance à ne pas être assez précis ou de m'indiquer effectif ou pas bien préciser les sous-titres ou mal écrire votre titre. C'est principalement ça les erreurs que je vois. Sinon, en général, c'est pas si compliqué que ça. Je vais vous montrer comment faire ça avec Excel de mon prochain exemple. Là, quand on va tomber dans les variables continues, je vais vous montrer comment on peut générer ça avec Excel. Parce qu'écrire les pourcentages, calculer nos pourcentages cumulés à la main, c'est assez long. Avec Excel, ça prend à peu près 17 secondes. Je vais vous montrer comment faire. Vous allez voir, c'est très, très, très efficace. Voilà. Donc, quand on travaille avec les variables quantitatives continues, c'est toujours le même modèle de tableau qui va s'appliquer, mais il y a une petite difficulté supplémentaire qui va arriver. Au sens que je vais être obligé de regrouper mes données selon des classes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je me mets à étudier une variable qui a beaucoup de données, mettons, je suis en train d'étudier le salaire des gens dans une classe au cégep. Ben, ce qu'il faut comprendre dans la classe au cégep présentement, je ne sais pas si vous avez un job, supposons que tout le monde a un travail. Moi, je vous garantis que dans toute la classe, il y a personne qui a le même salaire. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui gagne 2000 peut-être quelqu'un qui gagne 2001 par année, peut-être quelqu'un qui travaille plus, qui gagne 8000 ou même 14000. Mais essentiellement, tout le monde va avoir un salaire différent. Donc, si vous faites un tableau avec des salaires différents, mais si vous allez vous ramasser avec un tableau, là, je vais faire un petit tableau ici, là, vraiment petit, où est-ce que vous allez avoir toutes des modalités différentes. Lui, il gagne 2000, lui, il gagne 3000, lui, il gagne 3001 puis tout le monde va avoir un dans chacun des données. Ça ne sert à rien comme tableau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de regrouper nos données individuellement comme ça, on les met sous forme d'intervalles. Donc, on va dire les gens qui gagnent entre, mettons, 2000 et 3000 on va tous les regrouper ensemble pour essayer de faire un tableau qui est beaucoup plus petit. La question qu'on va se demander ici, c'est comment qu'on peut choisir le nombre de classes qu'on va avoir et comment qu'on peut choisir c'est quoi la borne inférieure de ma classe et la borne supérieure de ma classe. On va voir, il existe une petite méthode pour pouvoir faire ce choix-là. C'est pas particulièrement compliqué. On va faire un exemple ensemble. Mais avant ça, on est obligé de faire encore un peu de définition. On s'en sort jamais des maudites définitions. Je le sais.
Donc, définition qu'on va voir, classe. Donc, c'est quoi une classe? C'est quand mes données sont recueillies sous forme d'intervalle. C'est ça qu'on appelle une classe. Donc, lorsque les données recueillies différentes à peu toutes... Ça veut rien dire, ces maudites phrases-là. On va sauter. Donc, lorsqu'on regroupe les données à l'intérieur des classes, une classe est un sous-intervalle de valeur. Bon, c'est ça qui est important ici, là. Une classe est un sous-intervalle de valeur. Donc, quand il y a énormément de valeurs différentes, on les regroupe sous forme de classe et ça va nous aider grandement à faire nos tableaux. Quand on note nos classes, je l'ai fait en haut sans le dire, là, on les note sous forme avec des crochets. Donc, si je veux dire de 2000 à 3000, avec les crochets comme ça veut dire 2000, je l'inclus dans mon intervalle, et 3000, je l'exclus dans mon intervalle. Donc, selon les crochets ouverts ou fermés, je sais que vous avez déjà vu ça dans un cours de maths, ça veut dire inclus ou exclu. Je vais juste le rappeler. Autre petite définition, là, la différence entre la borne supérieure et la borne inférieure, on appelle ça la largeur de la classe. On va avoir besoin de ça en bas pour pouvoir définir combien de classes on a besoin quand on fait un tableau, puis ça va être quoi justement la largeur de nos classes quand on fait un tableau. Voilà. Comment faire pour pouvoir choisir le nombre de classes qu'on a besoin? Il faut respecter les règles qui sont en dessous. D'abord, il faut que nos classes respectent deux critères. Premier critère, l'exhaustivité. C'est quoi ça, l'exhaustivité? C'est il faut créer suffisamment de classes pour que toutes nos données puissent appartenir à une classe. Donc, il faut que toutes les données puissent appartenir à une classe. C'est ça l'exhaustivité. Donc, à la fin, là, quand vous avez fini de rentrer vos données doivent être toutes vos données doivent être dans une catégorie. S'il y a une donnée qu'on n'est pas capable de mettre dans un intervalle, ben vous n'avez pas les bonnes classes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'exhaustivité. L'exclusivité, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que aucune donnée n'appartient à plus d'une classe. Donc, une donnée doit être dans exactement une classe. Pas deux, sinon on la compte deux fois, puis c'est cave. Fait que faites pas ça. Voilà. Donc, deux premiers critères pour pouvoir créer des bonnes classes. Ensuite, pour pouvoir choisir la longueur de nos classes et notre nombre de classes, on suit les quelques petites étapes qui sont ici. Donc, première étape, on calcule l'étendue. L'étendue, c'est quoi? C'est l'écart entre la plus petite et la plus grande des données. C'est pas compliqué, vous prenez la plus grande des données, la plus petite, vous faites une soustraction, c'est ça votre étendue. OK. Ensuite, fixez temporairement le nombre de classes à l'aide de la table de Sturge. Donc, en bas, ce que je vous présente, c'est la table de Sturge. Sturge est un mathématicien qui a étudié l'art de faire des tableaux. Et il est arrivé avec cette table-là pour choisir le nombre de classes par rapport au nombre de données que vous avez. Donc, selon une formule mathématique que Sturge a inventée, il a dit, si vous avez entre 10 et 22 personnes dans votre échantillon, prenez 5 classes. Entre 23 et 45, prenez 6 classes, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à de 11 000 à 23 000, prenez 15 classes. Si vous avez besoin d'aller plus haut, Sturge s'est mis là-dessus. Donc, c'est ça la formule qu'il a inventée. Mettez n étant le nombre de personnes dans votre échantillon, et ça va vous dire ça. La partie entière là-dessus va vous donner le nombre de classes que vous avez besoin. Si vous n'avez pas envie de prendre cette formule-là, parce que ça ne sert à rien, table de Sturge, elle est là. Je la fournis à l'examen, la table de Sturge, donc vous n'avez pas à prendre cette cochonnerie-là par cœur, ça ne sert à rien. Dans la page d'examen, la table de Sturge va être fournie. De toute façon, l'examen, vous le faites chez vous, hein, fait que vous aurez accès à ça. Il n'y a pas de problème. Apprenez pas ça par cœur, perte de temps. Donc voilà. Ensuite, on calcule la largeur des classes. Donc ça, c'est là qu'on va pouvoir calculer comment va être grande ma classe, puisqu'on va avoir une classe de 2000 à 3000 ou de 2000 à 5000. C'est ici qu'on fait ça. Donc, vous prenez votre étendue, ce que vous avez calculé ici, là, au numéro 1, puis vous le divisez par le nombre de classes. La valeur que vous avez trouvée ici, vous le divisez. Et ça va vous donner une valeur approximative de la largeur de classe qu'on va utiliser. Après, on va jouer avec cette valeur-là pour avoir un nombre qui est facile à utiliser. Qu'est-ce que j'entends par un nombre qui est facile à utiliser? On essaie de choisir un nombre qui est un multiple de 5, un nombre pair, un multiple de 10, pour que notre cerveau humain ait de la facilité à lire le chiffre.
Là, si ça a l'air flou un peu ce que je viens de vous dire, je vais faire un exemple plus bas, vous allez voir, vous allez comprendre, c'est vraiment pas compliqué. Faut juste, c'est un peu du gogossage par exemple, mais l'idée est simple. On essaye aussi que les données soient de largeur entière. Donc, on essaie de ne pas prendre de décimales dans nos classes parce que ça va être gossant. Grosso modo, vous allez voir, je vais expliquer ça tantôt un exemple, ça va aller bien. Ensuite, on détermine la borne inférieure de la première classe. C'est pas obligatoire de choisir une donnée qui fait partie de la série. Je vais vous montrer comment je vais faire tantôt. Ça va s'éclaircir à ce moment-là. Donc, grosso modo, c'est comme ça qu'on fait pour choisir nos longueurs de classe. Je vais aller faire l'exemple. Tout devrait bien se clarifier quand on va faire l'exemple. Donc, voici le rôle d'évaluation attribué à 40 maisons dans un arrondissement. Le rôle d'évaluation, c'est quoi? C'est la valeur qui est attribuée par la ville à votre maison. Donc, nos données ont déjà été mises en ordre croissant, parce que c'est plus facile, de 66 500 à 85 800. Donc, grosso modo, si vous payez 85 000 pour une maison, ou vous avez un maudit bon deal, ou vous avez acheté une chiotte. Ça n'existe plus des maisons à 85 000. Là. Je pense que mon beau-père s'est acheté une maison à 70 000 en 1980 000. Fait que ça, c'est comme des maisons il y a longtemps. Donc, d'abord, pour choisir le nombre de classes pour faire mon tableau, ce que je vous avais dit, première étape, calculez votre étendue. Votre étendue, c'est quoi? C'est votre plus haute donnée moins votre plus basse donnée. Donc, 66 500. Bon, ça se ferait mentalement, là. Mais je vais utiliser mon ami Excel pour faire le calcul. Donc, je vous rappelle, quand vous voulez faire un calcul avec Excel, on commence avec égal. Puis, vous faites juste 85 500 moins 65 500. Vous le tapez comme tel, vous faites Enter et ça vous garoche la réponse. Je l'ai dessus, c'est 85 500. Qu'est-ce que j'ai écrit? Je pense que j'ai mis 88 000. Hein? C'est 85 000. 85 500 moins 65 500. Bon, mais c'est 66 000. Mon petit prof de maths qui n'est pas capable d'écrire les chiffres comme il faut. Donc, 66 500. Donc, 66 000 même. 66 500. Donc, 19 000. C'est bien ça que j'ai fait. Donc, on va juste 85 800. 86 000. Hey, je sais pas. 85 800 moins 66 500. Bon, je vais le recalculer une autre fois. Je ne sais pas compter. Bon, j'arrive à 19 300. 19 300. Donc maintenant, selon la table de Sturge, on doit avoir 6 classes. Comment je le sais? On vient les compter. Combien de données j'ai? 1, 2, 3, 4. 4 données. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 données. Donc ça me fait 40 données. La table de Sturge, entre 23 et 45 données, je dois utiliser 6 classes. Ben, c'est ça que j'ai dit ici. 6 classes. Donc, la largeur de mes classes, c'est mon étendue divisé par mon nombre de classes souhaitées. Donc, 19 300 moins divisé par 6 classes. Je vais essayer de ramener mon Excel. Je vais essayer d'être meilleur. Ce coup-ci, ça a l'air que je suis pas poche pour écrire Excel. Donc, on avait dit 19 300 divisé par 6 classes. On arrive à 3216. Donc, je vais l'écrire ici. Là. Donc, c'est mon 19 300. Divisé par mon nombre de classes 6, et j'arrive à environ 3216, comme ça. Voilà. Maintenant, comment on va choisir nos classes? C'est 3216, on avait dit 77, comme ça. Comment on va choisir la longueur de nos classes? On ne prendra pas clairement 3216 parce que ça va être super chiant. D'abord, on se débarrasse des décimales. Là. Je ne veux pas utiliser mes décimales. Fuck that shit. Ça va être dégueulasse de traîner des décimales dans nos bornes. Imaginez que toutes nos bornes ici d'intervalle ont des décimales, ça va être l'enfer. Maintenant, on va se ramasser avec un nombre qui est facile à manipuler. Donc, on va l'arrondir et on va l'arrondir grossièrement. Un nombre vraiment facile à utiliser, proche de 3216, là, moi, j'utiliserais 3000. Fait que mon 3216 et 67, là, moi, je l'arrondisserais, là, je ferais des longueurs d'à peu près 3000. Et là, ça a l'air d'être du vaudou, là, ce que j'ai fait, j'ai décidé de l'arrondir à 3000. En fait, c'est pas si compliqué que ça, là. Choisissez une valeur qui est proche. On aurait pu dire 3500. Personnellement, je trouve ça 3000 plus facile,
Donc, je suis allé à 3000, mais quelqu'un qui m'aurait dit 3500, je n'aurais pas forcément mis mal. Donc ici, il y a une petite interprétation qui est laissée à l'auteur. Il dit quoi? On avait dit qu'on qu'on avait ici une classe de 3000 de large. Maintenant, il reste à choisir notre borne inférieure. Notre borne inférieure, vous n'êtes pas obligé de prendre 66 500 parce que j'ai pas envie de toujours traîner un 500 en bas. Fait que ce qu'on peut faire, là, pour faire ça facile, on peut partir notre borne à 66 000, notre première borne, puis on la monte jusqu'à 69 000. Et on inclut notre 66 000. Votre 69 000, vous l'excluez. Pourquoi vous l'excluez? Parce que dans la prochaine, vous allez l'inclure. Si vous l'incluez aux deux places, votre 69 000, vous ne saurez pas où le mettre. Donc, c'est important de l'exclure en haut et toujours de l'inclure en bas. Et ensuite, vous continuez, là, vous faites vos bons comme ça, le bon de 72. Puis ensuite, vous y allez avec la même logique tout le temps. Je peux le faire au complet, ça va être important. Il y a une petite notion intéressante à faire. Donc, de 72 000 à 75 000. On va faire quelque chose. Checkez bien ça. On va faire. Donc, magie, tout est fait tout seul. Donc, une fois qu'on a mis toutes nos classes, première chose à remarquer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes. Oh mon Dieu, on avait choisi 6 classes, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas grave. C'est juste une approximation, là. Si vous arrivez à plus ou moins une classe, donc si vous arrivez à 5 ou à 7 dans votre choix final, c'est vraiment pas un problème. Donc, l'idée, c'est sûr qu'en modifiant ici, là, notre largeur de classe, on allait modifier le nombre de classes. Donc, si vous avez une classe de plus que ce qui avait été choisi ici, là, c'est tout à fait correct, là. Après ça, vous allez compter dans votre tableau ici toutes vos données. Donc, 66 500, 67 000, c'est là qu'on va les regrouper. Donc, on va le faire pour le premier. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 données. Comme ça. Puis, vous comptez ici toutes vos données comme ça. Une fois que c'est fait, j'ai déjà fait un tableau Excel ici pour vous montrer. Je l'ai déjà rempli dans un tableau Excel. Comment qu'on fait maintenant pour aller chercher notre pourcentage qui est ici et notre total? Donc, premièrement, comment qu'on peut faire pour calculer le total avec Excel? Excel, il y a une belle fonction qui s'appelle somme. Si vous tapez égal somme, ouvrez parenthèse, après avec votre souris, vous allez sélectionner les cellules, de la façon que vous l'additionnez, puis vous faites Enter. Mais Excel ici, il vient de vous additionner la quantité totale de données. Si vous voulez le centrer, vous faites juste le cliquer en haut, regardez, il y a un petit bouton là, centrer ici. Vous pouvez le centrer comme ça. L'avantage de le faire comme ça, c'est si jamais vous décidez de changer un chiffre, Excel, il est vraiment intelligent, regarde, il a modifié le chiffre tout seul. Donc, si jamais après une modification à faire, Excel s'arrange avec tous les calculs. Maintenant, pour calculer les pourcentages, vous savez comment calculer un pourcentage. Donc, c'est 6 quarantièmes, donc égal 6 divisé par 40. Donc, 0.15, mais là, on n'est pas pour 100. Fait que pour le mettre en pourcentage, on a juste besoin de faire fois ça. Donc, on arrive à 15%. Donc, 15% des maisons sont entre 66 et 69 000 $. Maintenant, comment faire pour le faire automatique? Là, ce que je voudrais éviter, c'est que c'est d'avoir à faire mon même calcul dans chacune des maudites cellules. La façon de le faire de façon intelligente avec Excel, c'est de la façon suivante. Là, je vais réécrire par-dessus ma cellule, égale, et là, on va y aller avec des clics. C'est-à-dire, je voudrais diviser 6 par 40 multiplié par 100. Enter. Là, j'ai fait exactement le même calcul que tantôt, sauf qu'au lieu de rentrer les valeurs directement, je les ai rentrées avec ce qu'on appelle l'adresse des cellules. Donc, regardez, j'ai dit la cellule E13 moins la cellule E20 fois 100. Fais mon calcul. Et là, je vais vous montrer comment on peut faire ce qu'on appelle une copie incrémentée. Vous prenez le coin de votre cellule, vous cliquez sur votre cellule, là, vous prenez le coin ici, là, et vous le descendez comme ça sur toute votre ligne, colonne en fait, et ça va faire un calcul. Ici, ça ne va pas marcher, mais je vais vous expliquer pourquoi. Là, ça dit div by 0. Je vais vous dire qu'est-ce qui vient de se passer. Quand on prend le coin et on descend, qu'est-ce que ça fait? Ma cellule en haut, là, elle faisait cette cellule-là divisée par cette cellule-là. Quand j'ai pris le coin et j'ai descendu, ça l'a fait la même chose pour mes cellules qui sont... Je vais aller pointer l'écran comme un épée. Ça va descendre ma cellule. Donc,
En descendant ma cellule, Excel, au lieu de prendre la colonne, la cellule ici pour le calcul, il a pris la cellule en dessous. Donc, il a pris la cellule E14 divisé par la cellule E21 parce que lui aussi, il l'a descendu. Puis c'est pour ça qu'il est en train de le diviser par 0. Là. Pourquoi il me dit divise par 0? Parce qu'il n'y a pas de données ici. Fait que ce qu'on voudrait, on voudrait que quand je fasse une copie incrémentée, ma cellule ici descende, mais la cellule ici reste fixe. Pour dire de ne pas bouger une cellule, venez mettre des petits signes de dollars comme ça autour du E et du 20. Une fois que c'est fait, prenez le coin, descendez, et tous mes calculs ont été faits automatiquement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? 6 divisé par 40. Mon autre cellule, ça l'a dit 4 divisé par 40. Donc, en descendant, ça l'a fait descendre la cellule aussi. Et puisque j'avais mis des signes de dollars, lui, il est resté fixe. Même chose pour lui. Là, il est encore une fois descendu, mais lui, il est resté fixe. Et même chose pour tout le monde. Et j'ai réussi à calculer mon pourcentage pour toutes mes colonnes. Et ça, quand on comprend bien ça, c'est un gros time saver en anglais. On sauve beaucoup de temps parce qu'imaginez qu'on avait un très long tableau, il l'aurait fait d'un coup. Maintenant, le pourcentage cumulé. Le pourcentage cumulé, il y a une petite astuce que je vous montre maintenant pour pouvoir le calculer rapidement avec Excel. Commencez avec Excel, égale. Première donnée, mettez votre adresse à côté. Deuxième cellule, faites égal. Là, regardez bien l'astuce. Vous faites celui-là plus celui-là. Là, qu'est-ce qui se passe, Excel? Il dit celui-là plus celui-là. Quand je vais faire ma copie incrémentée, qu'est-ce qui va se passer en incrémentant? On va le faire, mais après je vais vous montrer. Ben, ça va faire. Les deux ont descendu, ça fait lui plus lui, puis lui, c'est déjà la somme des deux. Fait que maintenant, j'ai comme si j'avais fait la somme des trois. Quand je m'en vais sur lui, il dit lui plus lui, mais lui, c'est déjà la somme des trois. Fait que plus lui, je suis rendu avec la somme des quatre, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la dernière donnée, comme vous pouvez voir, ça ne veut rien dire. J'arrive à 200, là, on veut pas voir ça. Là. Puis si on veut, par souci esthétique, on peut les centrer. J'aime toujours mieux ça quand c'est centré. Et donc là, voilà, je viens de réussir à créer un tableau avec Excel. C'est comme ça que je vais vous demander d'écrire vos tableaux dans les évaluations. Donc, pour faire vos calculs, vous pourrez les faire comme ça avec Excel. Ça va très rapidement. Au début, c'est un petit peu tough à comprendre, la copie incrémentée, mais quand c'est fait, ça va relativement bien. Grosso modo, il faut commencer par un égal. Il ne faut jamais rentrer des chiffres manuellement avec notre Excel ou le moins possible. Toujours procéder par clic, puis après, ça va bien. Puis peut-être l'astuce aussi avec les 5 de piastres, mais c'est quand même pas si pire à comprendre. Alors, vérifiez la vidéo 2-3 fois, vous allez voir, c'est pas si pire que ça. Donc ici, là, je ne le remplirai pas à la main parce que ça va être trop long. Là. Grosso modo, dans la vidéo Excel, tout est indiqué. Donc, voici un beau tableau qui a été construit. Donc, un bel petit exemple de tableau. Là, dans le fond, répartition des mères ayant donné naissance à un enfant entre 2006 selon leur âge. Donc, ici, encore une fois, ce n'est pas une donnée qui continue, mais il y avait tellement de variations possibles entre l'âge des mères. On ne voulait pas avoir un tableau trop long. On les a regroupés sous forme de classe. Ça l'a aidé ici pour comprendre ce qui se passe. Donc, l'âge des mères a été regroupé sous une forme d'intervalle. Et on a notre tableau qui respecte tous nos critères qui est ici. Donc voilà, la vidéo, il y a déjà duré assez longtemps. C'est un petit peu plus long que d'habitude. Sur ça, maintenant, vous êtes capable d'aller commencer votre laboratoire Excel. Je vous encourage fortement à aller le commencer. Tout ce qui est partie tableau, ça peut être fait. Les graphiques, on va tomber dans les graphiques au prochain cours. Je vous montrerai dans ce moment-là comment on peut créer vos graphiques et vous pourrez compléter à ce moment-là votre laboratoire Excel. Donc sinon, je vous dis bon travail, faites bien votre laboratoire Excel, il vaut quand même 5%. Vous avez 4 laboratoires de 5%, au total, ça fait 20%. C'est non négligeable. Donc faites bien votre travail et sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo.